Bonjour Yves Michaud. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes philosophe, spécialiste de philosophie politique. Vous avez mené beaucoup de travaux qui vont du tourisme à l'art, en passant par la laïcité, la citoyenneté ou encore la violence, justement. Vous aviez écrit en 1978 un essai remarqué sur la violence et politique, c'était chez Gallimard. Et puis plus récemment, en 2002, un autre essai sur le sujet, Changement dans la violence, essai sur la bienveillance et sur la peur. Est-ce que vous diriez qu'un an après l'arrivée d'Emmanuel Macron, la société française est plus encline à l'expression de la violence? On entendait parler, là, juste avant, dans les journaux, d'un réveil de la violence politique, Yves Michaud. Écoutez, là, j'avoue que je suis assez sceptique sur le réveil de la violence politique, parce qu'avec le privilège de l'âge, malheureusement, j'ai traversé pas mal de choses, et puis j'ai aussi fait mes études sur la violence depuis les années 70, début, même 1973, mon premier ouvrage sur la violence. J'étais en plein milieu des événements de mai, donc disons que j'ai une longue expérience. Donc d'une certaine manière, je ne partage pas le diagnostic d'un réveil de la violence politique. Pensez aux années 70, il y a eu du terrorisme, il y a eu des meurtres, il y a eu des assassinats, la violence était très courante, sans même remonter, je dirais, à la très grande violence dans les affrontements dans les années 50, je veux dire, avec un parti communiste qui était très fort, et un service d'ordre qui était très efficace, et surtout une police qui était dans le tout ou rien. C'est là où je vais revenir à aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a pendant très longtemps, il y a eu une police qui était très peu équipée, si vous voulez, pour la répression. Les gardes mobiles, jusqu'à il y a 30 ans, avaient des mousquetons, un point c'est tout. Je veux dire, et un coup de crosse, c'était pas un coup de bâton. Et vous voulez dire quoi? Qu'aujourd'hui, la police a de meilleurs moyens pour contenir la violence? Bien évidemment. Domestiquer la violence. J'ai écrit un livre en 96 qui s'appelait La violence apprivoisée, c'est-à-dire qu'on domestique la violence. C'est-à-dire qu'on peut la pratiquer de manière extrêmement graduée. Aujourd'hui, les policiers sont habillés comme des ninjas. On a découvert qu'il fallait leur mettre des tenues ignifugées parce que les gens utilisent des cocktails Molotov. Les tactiques aussi policières se sont améliorées. Donc, je dirais, la violence, elle est beaucoup plus graduelle. Et d'ailleurs, vous voyez que lors du 1er mai, je veux dire, on arrive à arrêter 200 manifestants et sans qu'il y ait de casse, sans qu'il y ait de blessés, je veux dire, c'est tout à fait inédit. La dimension qui change, je dirais, c'est que comme tout ceci se passe absolument en direct sous le regard des médias, d'abord, toute forme de violence, fût-elle assez bénigne, et montée en épingle. Je veux dire, on voit ça sur les réseaux sociaux, on vous explique que c'est scandaleux, etc. Et puis, par ailleurs, effectivement, ça oblige la police. Hélas, ça oblige pas les manifestants, mais ça oblige la police à faire preuve d'une grande mesure. De ce côté-là, contrairement à ce qu'on a dit dans les polémiques, moi, j'ai trouvé que la manière dont la police a géré le 1er mai était tout à fait excellente. Ce qui était important, c'était effectivement d'éviter de la casse humaine. Ce qui était important aussi, ça on n'y a pas souligné, c'était d'arrêter beaucoup de gens pour pouvoir ensuite faire du renseignement sur qui sont les gens du Black Bloc. Je veux dire, moi, si vous me donnez aujourd'hui les noms de 200 personnes avec Facebook, Twitter, etc., demain, je vous donne un réseau de 1200, 1500 personnes. Je veux dire, c'est pas difficile. Donc, la dimension de communication est fondamentale. Finalement, une société peut-être moins violente qu'il n'y paraît, en tout cas qu'il n'y paraît dans les médias. Mais Yves Michaud... Alors, en revanche, il faut dire, ce qui est très important, c'est que les paroles violentes sont très importantes aujourd'hui, et c'est elles qui risquent de faire déraper. Notamment dans les discours politiques. Notamment dans les discours politiques, mais aussi, je dirais, sur les réseaux sociaux. C'est un espace de violence très important. Et justement, essayons de comprendre les origines, finalement, de cette violence, en tout cas dans les discours. Il y a une majorité de Français qui considèrent que le président tient ses engagements et qu'il a fait ce qu'il avait promis. 57%, c'est un très récent sondage de l'IFOP. En revanche, la méthode avec laquelle il réforme et la manière d'exercer le pouvoir peut paraître parfois comme brutale. Beaucoup ont l'impression qu'il est finalement le seul à décider, que son Premier ministre est peut-être trop en retrait, que le Parlement est aux ordres, sans compter la démocratie sociale qui semble totalement disqualifiée. On l'a vu avec les différentes réformes, où finalement les syndicats pèsent très peu dans les négociations, qui ressemblent plus à des simples consultations de façade. Est-ce qu'on n'a pas là une concentration du pouvoir qui en réalité serait productrice de violence ? Alors,
il y a dans la structure, je dirais, institutionnelle française, il y a un problème. C'est qu'effectivement, on est en régime présidentiel. Donc, à la limite, le Premier ministre soit relativement effacé, ça n'a rien de surprenant. Dans un vrai régime présidentiel, il n'y aurait d'ailleurs pas de Premier ministre, comme l'avait dit Fillon à un moment, avant de rester 5 années Premier ministre. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de contre-pouvoir du côté, je dirais, du législatif, à la différence du régime américain. C'est-à-dire, Trump ne fait pas ce qu'il veut, contrairement à ce qu'on croit. Il peut tweeter tout ce qu'il veut toute la journée, mais il fait pas ce qu'il veut parce qu'il a le Sénat et la Chambre des représentants qui détiennent le vrai pouvoir législatif. Moi, je pense qu'en France, il serait très important qu'on ait d'un côté, effectivement, un pouvoir présidentiel fort, ne serait-ce que pour gérer ce qu'on appelle l'exécutif, et qu'il faudrait avoir un Parlement qu'on soit presque tout le temps en cohabitation, parce qu'à ce moment-là, ça oblige l'exécutif à présenter des projets qui sont votables, je dirais, par le législatif. Le problème en France, d'une certaine manière, là, peut-être le retour en force du président, la verticalité imposée par Emmanuel Macron a peut-être changé les équilibres qu'il y avait d'habitude. Il y a des études intéressantes, en tout cas sur les dernières années, il y a des études intéressantes qui montraient que François Hollande souffrait d'un véritable déficit d'autorité. En avril 2013, un an après son élection, seuls 14% des Français reconnaissaient qu'il avait de l'autorité. Quand on regarde les choses aujourd'hui, 73% des Français considèrent qu'Emmanuel Macron a de l'autorité. Là, il y a peut-être quelque chose à creuser dans le lien entre violence et autorité. L'ambition du candidat Macron, c'était de rétablir l'autorité de l'État. Est-ce que ça n'allait pas aussi de pair avec la nécessité de montrer que l'État est capable d'imposer une certaine violence et que de surcroît, cette violence est légitime précisément parce qu'elle provient de l'État? Normalement, l'État, je veux dire, c'est la théorie classique weberienne, l'État a le monopole de la violence légitime. Ce qu'on voit dans les manifestations, c'est que c'est pas vrai. Et d'autre part, ce qu'on voit aussi au niveau judiciaire, c'est que c'est pas vrai non plus. Moi, j'ai dit tout de suite que sur les 200 personnes qui étaient arrêtées, il y aurait pratiquement aucune condamnation, parce que notre droit n'est pas du tout adapté à la gestion de ce type de cas. Donc, moi, je suis de ceux qui considèrent que Macron a eu raison de rétablir l'autorité du président et l'autorité de l'État. Ce que je reprocherais à Hollande, ce que beaucoup de gens d'ailleurs lui ont reproché, c'est de n'avoir pas utilisé le pouvoir qu'il avait, d'avoir continué à vouloir continuellement négocier. Il y a un moment où vous êtes obligé de décider, surtout dans un pays comme la France. Alors là, en plus, je suis pas un inconditionnel de Macron, mais surtout dans un pays comme la France, qui souffre d'un nombre de blocages multiples et qui fait que dès qu'on touche à quelque chose, ça devient un problème d'État. Donc inévitablement, je dirais, toute décision... En plus, regardez, on a un taux de syndicalisation qui est quand même très faible en France, mais on a des syndicats qui sont très puissants, je dirais, du point de vue réglementaire. Donc, je veux dire, on a souvent des syndicats qui sont relativement minoritaires, qui décident aussi d'actions qui ont un impact très fort sur la vie collective. Donc, je dirais, c'est un ensemble de problèmes. Je veux dire, je pense pas que Macron agissent de manière particulièrement autoritaire. En revanche, c'est vrai que si... C'est pas ce que disent les Français. Non, c'est pas ce que disent les Français, mais les Français sont quand même aussi habitués à un État qui n'exerce plus ses prérogatives. Je veux dire, on parle de violence. Moi, ce qui m'étonne quand même, je quitte pas le sujet, mais je reviens un peu en arrière. 2005... les banlieues se sont toutes enflammées. Personne n'a voulu admettre que c'était une intifada à la française, un niveau de violence qu'on n'avait pas vu depuis très longtemps. Je veux dire, tous les observateurs étrangers ont dit c'était une intifada 2005. Je veux dire, dans toutes les banlieues se sont enflammées. Dans les formes de la violence, mais ça s'arrête là, la comparaison s'arrête là. Oui, mais je veux dire, d'un autre côté, je veux dire, cette violence-là de 2005, elle était elle anticipait tous les problèmes qu'on a depuis, je dirais, avec le radicalisme, le salafisme, etc. Les enfants qui aujourd'hui, les gamins dans les collèges, dans les lycées, qui sont des islamistes purs et durs, ce sont les enfants des gens de 2005. Je veux dire, on a eu énormément de violence à ce moment-là, et celle-là, curieusement, on veut pas la voir, si vous voulez. Le risque qui est dans la situation française, le risque réel, c'est que la concentration des pouvoirs exécutifs, législatifs et la faiblesse des syndicats et de la négociation sociale nous mettent dans une situation, je dirais,
comme au temps du général de Gaulle en 1968, sauf que le général de Gaulle était usé et que, je veux dire, son parti aussi était usé, mais il y avait une concentration du pouvoir extrême et en même temps, ça échappait à la société française. Je pense qu'en revanche, Macron, lui, comprend mieux la société française. Alors essayons de comprendre justement cette potentialité de violence et peut-être l'injustice sociale qu'il y a derrière. Parce qu'il y a beaucoup de critiques qui viennent essentiellement de la gauche, qui considèrent qu'Emmanuel Macron défend avant tout l'intérêt des plus aisés. On se souvient de la charge récente de François Hollande, qui disait qu'il n'était pas le président des riches, mais le président des très riches. Il faut dire que les cadeaux aux plus riches sont assez mal passés. La suppression de l'USF, la mise en place d'une flat tax de 30% sur le revenu du capital. D'aucuns considèrent que les mesures visant à protéger les plus faibles sont beaucoup trop timides, beaucoup trop modestes, voire on lui reproche même de s'en prendre aux plus modestes. On l'a vu notamment avec l'augmentation de la CSG pour les retraités, qui lui a été beaucoup reproché. Est-ce que le « en même temps » macronien n'a pas oublié un petit peu en route l'impératif social ? C'est possible, sauf que je crois que la priorité, c'est un peu la priorité qui avait permis à Clinton d'être élu, c'est « It's the economy stupid ». C'est l'économie qui compte. Le pari de Macron, et je crois qu'il va le gagner, le pari de Macron, c'est de relancer la machine économique. C'est de créer de l'emploi, on va le voir dans l'année qui vient, c'est de rendre plus souples les entreprises. Nous allons dans une société où il va y avoir des suppressions d'emplois considérables. On n'a rien vu encore. Et ça, c'est juste la conséquence de la révolution numérique. Donc, je veux dire, il faut que l'économie reparte. Relancer l'économie, Yves Michaud, ça fait un programme politique, ça fait un projet de société, ça ? Ah bah oui, quand on a autant de chômeurs qu'on en a, oui. Quand on a autant de gens qui sont lâchés, oui. Quand on a autant de gens qui vivent avec les minima sociaux, oui. Ça suffit. Bah écoutez, vous avez un salaire médian français qui est à 17 700 euros, c'est invraisemblable. Je veux dire, la France est un pays qui est pauvre. La France est un pays qui a du chômage. La France est un pays où il y a beaucoup d'exclus. Et donc, ce qu'il faut, c'est absolument relancer la machine économique. Ça fait un projet politique. Je repose la question. Oui. On va parler tout à l'heure de la crise de la citoyenneté. Ça suffit de dire on va relancer l'économie ? Je crois que c'est un préalable. Après, c'est un préalable. C'est un préalable, mais en même temps, alors là je vais parler comme Macron, en même temps, il faut, et de ce côté-là, moi j'attends beaucoup du côté de l'école, il faut relancer la machine éducative. Je crois que les deux, parce que la machine éducative, c'est celle qui prépare les nouvelles générations. Et donc il faut qu'on ait des gens qui soient, je dirais, bien formés, qui soient susceptibles d'entrer dans des professions et qui soient susceptibles aussi d'en changer. Je veux dire, ça va être les fameux millennials, ces gens qui sont nés entre 1980, 90 et 2000, ils vont avoir une vie extrêmement difficile. Donc il faut les former. Donc je dirais relancer l'économie d'un côté, parce qu'encore une fois, la France est un pays pauvre. Je veux dire, quand on se balade pas uniquement dans le centre de Paris, je peux vous dire que la France est un pays pauvre. Aller dans n'importe quelle banlieue, c'est pauvre. Et puis, en même temps, la France était devenue un pays, je dirais, déséduqué. Il faut être sérieux là-dessus, déséduqué. On reviendra sur la question de l'école, mais vous parlez de la relance économique. Quid du modèle social français ? Est-ce que vous avez compris ce que Emmanuel Macron voulait en faire ? Est-ce que vous pensez qu'il veut vraiment le réparer, ou est-ce qu'il considère que finalement, aujourd'hui, dans ce monde de 2018, compte tenu précisément des difficultés économiques que traverse notre pays, eh bien, il n'est plus viable ? Moi, je crois qu'il est viable, mais moyennant des... Mais lui, que pense-t-il ? Je pense qu'il, si vous prenez un cas précis, c'est celui de la réforme des retraites. Je pense qu'il il veut maintenir le régime français de retraite, le régime de solidarité sociale, mais on peut pas le continuer sous la forme qu'il a actuellement. On peut pas avoir des gens, d'une part, qui, par exemple, fonctionnaires, qui vont avoir leur retraite calculée sur les 6 derniers mois ou les 2 dernières années, et puis des gens pour lesquels la retraite dans le privé est calculée sur la moyenne de la carrière et sur les 20 années mieux payées. On ne peut pas avoir à la fois des fonds de pension. On a un fonds de pension, moi j'y ai cotisé, c'est le fonds de pension des fonctionnaires, le préfonds.
hein. Et puis avoir des gens qui n'ont pas de fonds de pension. Je veux dire, il faut quand même être sérieux. Surtout que, par exemple, les fonds de pension, il y a des fonds de pension qui sont spéculatifs. On dénonce toujours les fonds de pension américains spéculatifs, mais en même temps, les fonds de pension, ils ont intérêt aussi à investir correctement l'argent dans des entreprises qui durent. Donc, je veux dire, ils peuvent être un facteur de stabilité. Je crois que la réforme de retraite en dira long, justement, sur le modèle social que Macron adopte. Et pour le moment, je pense que ça va dans le bon sens. Le seul problème, c'est que ça va toucher quand même pas mal de personnes, parce qu'il y a beaucoup de régimes spéciaux, comme on dit. Ça va depuis les sénateurs, hein, je veux dire, être sénateur, en 18 ans de Sénat, vous avez 35 ans de cotisation. Donc et puis la SNCF, et puis les fonctionnaires, et puis ça va faire couiner, ça c'est sûr. Mais je crois qu'on verra sur la réforme des retraites, on verra quelque chose de significatif. Yves Michaud, il y a quand même un paradoxe. Une partie de la société française, en tout cas, considère que le président avantage les plus favorisés, n'en fait pas suffisamment pour les plus fragiles. Il est accusé de malmener au moins le modèle social français. Et dans le même temps, eh bien, les mobilisations contre l'action de son gouvernement sont relativement limitées. On a des journées d'action sociale qui ne montrent pas de mouvement généralisé, profond, comme on l'avait vu en 95, en 2006, lors des actions contre les manifestations contre le CPE. La fameuse convergence des luttes par laquelle les revendications se retrouvent dans un même moment de contestation n'est pas advenue. Comment comprendre ce paradoxe? Pourquoi la mobilisation n'est pas à la hauteur de la casse sociale dont en tout cas certains le rendent responsable? Ben moi, je pense que la mobilisation n'est pas si forte, mais qu'en revanche, elle est extrêmement bien médiatisée. Aujourd'hui, on vit strictement, je dirais, sous le regard des caméras, sous le regard des vidéos. Moi, j'ai été frappé en regardant les vidéos du 1er mai de voir que les policiers sont accompagnés par une nuée de gens qui sont des reporters. Je veux dire. Donc, tout prend une dimension absolument exceptionnelle. Mais du coup, je dirais que c'est pas parce que vous avez 300 personnes qui occupent une fac que tous les étudiants sont favorables à l'occupation de la fac. Moi, dans les années 70, à Montpellier, quand je débutais ma carrière, toutes les années, la fac était occupée, toutes les années. Je veux dire, mais comme il y avait que le Midi Libre pour en parler, personne ne savait que c'était occupé. On vous retrouvera dans quelques instants. Yves Michaud, vous êtes philosophe. On évoque ensemble cette première année d'Emmanuel Macron. Il est 8h, vous écoutez France Culture. Bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent. Le journal de la rédaction avec vous, Clara Lecoq-Réal, bonjour. Bonjour Florian, bonjour à tous. Édouard Philippe fait face au syndicat de cheminots ce lundi. Les réunions vont s'enchaîner à Matignon face à un Premier ministre qui se veut très ferme. Les grévistes essaieront toutefois de passer par les amendements devant le Sénat pour modifier la réforme ferroviaire. C'est d'ailleurs possible, dit le patron de la SNCF, Guillaume Pépi, sur notre antenne, vous l'entendrez. Et puis nous rejoindrons Hakim Kasmi à Matignon ce matin. Et puis nous irons ensuite en Tunisie après les premières municipales libres. Depuis la chute de Ben Ali, le taux de participation a été très faible et les islamistes semblent vainqueurs. Moderniser les infrastructures et l'industrie de la Russie. Vladimir Poutine l'a promis lors de sa campagne présidentielle. 1 mois et demi après son élection, ses promesses apparaissent compliquées, nous dira notre correspondant. Et puis à la fin de cette édition, vous découvrirez Pierre Rissy, un cinéaste, découvreur de nombreux talents. Il est mort à l'âge de 81 ans. Dans un quart d'heure, une question à la une du billet politique de Frédéric Seyss. 1 an après leur accession au pouvoir, où en étaient les prédécesseurs d'Emmanuel Macron ? Y aura-t-il une réelle conversation dans le bureau de Matignon aujourd'hui? Tous les syndicats de cheminots opposés à la réforme ferroviaire seront reçus par Édouard Philippe, un à un. Le chef du gouvernement va recevoir également les associations d'usagers, les représentants des régions et les dirigeants de la SNCF, le patron de l'entreprise notamment, donc Guillaume Pépi, qui espère que cette journée fera avancer les choses. Il estime notamment qu'il y a encore de la place pour des amendements qui pourraient améliorer, dit-il, le projet de loi bientôt discuté au Sénat. Et Guillaume Pépi était l'invité de Julie Gacon sur France Culture hier soir. Tout le monde a envie d'avancer. Simplement, la réforme ne peut pas être passée par-dessus bord comme si c'était une option. C'est le statu quo qui est mortel pour la SNCF. Moi, je la dirige depuis 10 ans. Si rien ne bouge, si rien ne change, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 7 ans, il va nous arriver des choses graves comme elles sont arrivées à d'autres entreprises publiques qui n'avaient pas bougé. Moi, je pense, pour aller plus loin, que si on veut défendre la SNCF, ce qui est mon cas, il faut la réinventer. Et donc, il y a une journée entière, le Premier ministre fait le tour de la question. Moi, j'ai envie d'une réunion de travail sérieuse, concrète, qui va faire avancer les choses. Où on en est
Le projet de loi, il a été voté à l'Assemblée nationale par 80% des votants. Maintenant, on prépare le Sénat. Le Sénat, c'est dans 15 jours. Ça veut donc dire qu'il y a de la place pour des amendements. Ce que je crois, c'est que les syndicats vont arriver avec des amendements, puis le Premier ministre verra si ces amendements lui paraissent améliorer le texte sans remettre en cause la nécessité de la réforme. Guillaume Pépi qui voyait donc une issue possible au conflit hier sur France Culture. Ce lundi, les 4 syndicats représentatifs de la SNCF défileront tour à tour dans le bureau d'Édouard Philippe. L'UNSA ouvre le bal à l'instant, suivi de la CGT, de la CFDT puis de Force ouvrière. Bonjour Hakim Kasmi. Bonjour Clara Lecoq-Réal. Spécialiste transport à France Culture, vous êtes à Matignon ce matin. Hakim, quelle stratégie vont adopter les syndicats et Édouard Philippe aujourd'hui ? Eh bien écoutez, la journée s'annonce décisive, surtout pour les syndicats qui ont demandé à rencontrer Édouard Philippe pour discuter directement avec lui au vu de la dégradation des discussions avec Elisabeth Borne, la ministre des Transports. Alors concrètement, ce que veulent les syndicats, c'est la fin de la réforme sur la SNCF et la fin du réforme du ferroviaire. Ce que refuse Matignon qui se dit prêt uniquement à discuter sur la dette qui atteint les 47 milliards d'euros, une dette colossale qui s'est accumulée notamment avec le tout TGV. Le Matignon qui se dit prêt aussi à discuter sur la convention collective des futurs entrants à la SNCF, puisque vous le savez, à partir du 1er janvier 2020, terminer le statut de cheminot. Eux, les syndicats voudraient parler aussi de l'ouverture à la concurrence, mais là aussi, Matignon refuse. Le Premier ministre Édouard Philippe qui rappelle que le vote à l'Assemblée était majoritairement oui pour la réforme du ferroviaire, donc pas question de revenir sur l'ensemble de la réforme. Du coup, l'alternative qui reste pour les syndicats, eh bien, c'est le Sénat, puisqu'à partir de la fin du mois, le texte doit arriver au Sénat, et là, les syndicats espèrent bien mettre en place des amendements pour remettre en forme un peu cette réforme du ferroviaire qu'ils n'acceptent pas. Alors, la question est aussi politique pour le gouvernement et stratégique, car Édouard Philippe le sait, il reste encore 4 ans de quinquennat, et s'il sait aujourd'hui, eh bien, c'est l'ensemble des autres mesures du gouvernement qui pourraient être, et perdre en crédit face, aux syndicats pour d'autres mesures qui pourraient être mises en place. Alors, le gouvernement le sait aujourd'hui, il joue un coup de poker, même s'il tente de faire semblant, et d'autre part, enfin, les syndicats ont déjà prévenu, ils mettront en place une journée sans train, une journée blanche à partir du 14 mai prochain, histoire de mettre encore plus la pression sur le gouvernement. Merci Hakim Kasmi à Matignon ce matin avec Yvan Turc pour les moyens techniques. Ajoutons ces propos de Laurent Berger, leader de la CFDT ce matin dans Les Échos. Il réclame des engagements clairs sur la reprise de la dette et une garantie d'une convention collective pour les cheminots de haut niveau. Plus largement dans cette interview, Laurent Berger s'inquiète qu'Emmanuel Macron impose, je cite, une centralité et une relation directe avec le peuple, ce qui est dangereux, dit-il, pour la démocratie. Le numéro 1 de la CFDT voit planer le spectre du Front National si, dit-il, Emmanuel Macron ne réussit pas. La grève à Air France maintenant, elle inquiète le gouvernement. Alors que commence ce matin une 14e journée de grève pour une hausse des salaires, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a prévenu l'État n'est pas là pour éponger les dettes de la compagnie et les pilotes sont assez bien payés comme ça, dit-il. À propos d'une compagnie, Air France, qui selon lui pourrait disparaître sans effort de compétitivité. Le SNPL lui répond. Pour le premier syndicat des pilotes, Air France n'a pas été aidé par l'État depuis 25 ans et ses pilotes sont moins bien payés que dans d'autres compagnies européennes. Ce lundi, la direction prévoit 85% de vols assurés. La France viole-t-elle les conventions internationales en continuant de vendre des armes utilisées au Yémen ? Ce sera au Conseil d'État de l'apprécier. L'ONG française ASER, Action Sécurité Éthique Républicaine, va saisir aujourd'hui la plus haute juridiction administrative. Elle évoque un refus implicite de la part du gouvernement français qui refuse de suspendre ses ventes d'armes aux pays engagés dans la guerre au Yémen. Il est 8h passé de 7 minutes sur France Culture. Nous revenons maintenant sur les premières municipales libres en Tunisie depuis 2011 et depuis la chute de Ben Ali. Des municipales qui ont été marquées hier par une forte abstention. Seuls 33,7% des électeurs ont voté. Le scrutin était toutefois crucial pour enraciner la démocratie dans l'unique pays rescapé du printemps arabe. Un pays en pleine difficulté économique et politique en ce moment qui a plébiscité hier les islamistes. Nous retrouvons Michel Picard à Tunis pour France Culture. Michel, les résultats ne sont pas encore officiels ce matin, mais les instituts de sondage parlent déjà.
En effet, Clara, les premiers résultats ne sont ni précis ni officiels, mais déjà la donne est connue. Le parti islamiste Ennahda s'est imposé dans ce scrutin local devant Nida Tounes, le parti du président Essebsi. L'abstention sans précédent a favorisé le parti qui a su mobiliser ses troupes. Reste maintenant à savoir, municipalité par municipalité, si les alliances permettront effectivement aux islamistes de gérer une majorité de localités, à commencer par Tunis, où ils sont arrivés en tête. Hier, les grands absents du scrutin furent les jeunes. Présents au café ou dans les rues, ils n'ont pas franchi les portes des bureaux de vote et envoient 7 ans après la Révolution un message clair. Les nouvelles générations n'ont plus confiance en la classe politique. Aujourd'hui, le chômage dépasse les 15% dans le pays, atteint même 30% chez les jeunes. L'inflation se situe entre 7 et 8% et les finances publiques sont dans le rouge. Assez pour comprendre qu'une forte proportion des 18-28 ans souhaitent rejoindre l'Europe, souvent sur des embarcations de fortune, quitte à y perdre la vie. Au-delà du symbole, la victoire du parti islamiste signifie surtout qu'il a su intégrer les codes électoraux et les rouages classiques de la vie politique, qu'il faudra donc compter avec lui lors des prochains scrutins législatifs et présidentiels de l'an prochain. Merci Michel Picard. Depuis Tunis, ce matin, les résultats officiels devraient être connus d'ici 2 jours. Une faible mobilisation aussi au Liban hier et l'échiquier politique qui ne devrait pas être bouleversé après de premières législatives depuis près d'une décennie dans le pays. Moins de 50% des électeurs se sont déplacés et le Hezbollah, parti chiite allié de la Syrie et de l'Iran, pourrait remporter plus de la moitié des sièges au Parlement. 18 ans et 6 ans de plus à la tête de la Russie. Vladimir Poutine sera réinvesti aujourd'hui président de la Fédération de Russie. Ce sera son 4e mandat après une élection survolée à la mi-mars. Il avait été élu avec plus de 76% des suffrages. Même si Jean-Didier Revoin, les attentes de la population russe restent très importantes. Vladimir Poutine doit sa réélection à la stabilité sociale et politique qu'il a su imposer dans le pays depuis son arrivée au pouvoir en 2000. Si le retour actuel de la Russie au premier plan sur la scène internationale n'est pas fait pour déplaire à la très grande majorité des Russes, beaucoup s'inquiètent de voir que la croissance économique peine à franchir la barre des 2%. Lors de son seul véritable discours de campagne, une adresse au Parlement prononcée début mars, Vladimir Poutine avait promis de faire passer la croissance à 4%, mais sans dire concrètement comment il comptait s'y prendre. Il peut certes compter sur des finances publiques solide. La dette de l'État avoisine 17% et le déficit budgétaire reste faible en comparaison internationale. Mais les principales entreprises publiques russes frappées par les sanctions occidentales sont pénalisées dans leur capacité à emprunter sur les marchés internationaux. Une problématique d'autant plus compliquée lorsque 45 à 70% de l'économie, selon les estimations, est aux mains de sociétés appartenant à l'État. Dans ces conditions, comment moderniser les infrastructures et l'industrie? Comment investir dans les secteurs de la santé, de l'éducation ou du logement, comme Vladimir Poutine s'est engagé à le faire afin de permettre à la Russie de rester parmi les nations capables de se forger leur propre destin. Le choix du Premier ministre et de son gouvernement, attendu d'ici quelques jours, devrait donner une première indication sur les orientations de Vladimir Poutine, qui aujourd'hui profitera du calme et de la solennité des hors du Kremlin avant de s'attaquer à la modernisation du pays. L'isolement carcéral en Égypte est qualifié de torture par Amnesty International ce matin. L'ONG assure avoir documenté 36 cas de prisonniers placés en isolement carcéral prolongé et indéfini pour des motifs politiques surtout. Passage à tabac prolongé, manque de nourriture, humiliation. Amnesty évoque des conditions d'incarcération atroces. Les autorités égyptiennes nient toujours ces violations. Et puis les condamnations se multiplient après le discours de Donald Trump vendredi soir devant la NRA, le lobby américain pro-armes. Le président américain avait mimé la fusillade au Bataclan de 2015 pour justifier le port d'armes. Selon lui, si des personnes avaient été armées dans la salle, le drame n'aurait pas eu lieu. Le ministère français des Affaires étrangères a condamné ces propos. Même chose ce week-end pour les associations de victimes. Et François Hollande, hier soir, il était chef d'État le 13 novembre 2015. Les dérapages verbaux, la gesticulation de Donald Trump sont inacceptables, insupportables. Elles ajoutent de l'indécence à l'indélicatesse vis-à-vis des victimes. Nous avons là tout ce que Donald Trump peut, dans certains cas, avoir comme comportement. Mais là, il s'agit de plus grave. Il s'agit des attentats du 13 novembre. Je sais ce qu'a représenté l'épreuve que nous avons traversée. Et je ne peux pas accepter, pour les victimes et pour la France, qu'il puisse y avoir ce type de comportement et de dérapage de la part du président des États-Unis. Je ne confonds pas Donald Trump et le peuple américain. Nous sommes amis avec le peuple américain, mais il est difficile de l'être encore avec Donald Trump.
François Hollande, interrogé par Isabelle Dore. Pendant 40 ans, il a notamment été conseiller artistique du Festival de Cannes qui s'ouvre demain. Pierre Riccien est décédé ce week-end à l'âge de 81 ans. Son nom vous est peut-être inconnu, pas ceux qu'il a découvert et nous a fait découvrir. Cinéphile, producteur, programmateur, Pierre Riccien a notamment fait émerger Clint Eastwood, Martin Scorsese ou encore Jane Campion. La Cinémathèque française lui rend hommage. Frédéric Bonneau, son directeur, retrace ce matin une carrière effrénée et foisonnante. L'héritage de Pierre Riccien est assez énorme parce que c'est quelqu'un qui a littéralement passé sa vie à découvrir des films, à découvrir des cinéastes et à essayer de divulguer ces films et ces cinéastes au public. C'est un métier très particulier. Pierre a été un producteur, un grand producteur dans diverses sociétés auxquelles il a été adossé, mais surtout, c'est quelqu'un qui a découvert des cinéastes qui passaient sous les radars des cinéphiles français, des cinéphiles européens. Quelqu'un comme Lino Brocca, par exemple, le Philippin, qui est un cinéaste extrêmement important, c'est Pierre qui l'a littéralement inventé pour nous. Bien sûr, il existait déjà, mais il nous l'a fait passer. Quelqu'un comme Edward Yang, le grand cinéaste chinois, Pierre l'a inventé aussi. Donc c'était quelqu'un qui avait une curiosité qui l'emmenait aux quatre coins du monde. Maintenant, c'est assez banal parce qu'on sait qu'il y a un cinéma philippin, un cinéma chinois, un cinéma à Taïwan, un cinéma à peu près partout dans le monde. Mais il y a 30 ou 40 ans, quand Pierre faisait ce travail-là, personne ne le savait. Donc il a été extrêmement utile et important. Et toute la cinéphilie mondiale vit sur les acquis de Pierre Riccien, sur les auteurs qu'il a découverts. Frédéric Bonneau, directeur de la Cinémathèque française. Pierre Riccien avait 81 ans. Le Festival de Cannes débute par ailleurs, sachez-le, demain soir avec en ouverture le nouveau film d'Ashghar Farhadi, Everybody Knows, avec Penélope Cruz et Javier Bardem. Un long métrage du réalisateur iranien qui suit le séjour de Laura sur la péninsule ibérique. De la pluie près de la Méditerranée ce lundi, les averses se transformeront en orages dans l'après-midi, des Pyrénées jusqu'en Rhône-Alpes et partout ailleurs sur une majeure partie du pays. Le soleil brillera encore et il apporte avec lui des températures très chaudes dès ce matin. Il fait 19 degrés à Brest et Besançon, 21 degrés à Lille et Lyon, 22 à Paris, Bordeaux et Marseille. Comptez cet après-midi 20 degrés en moyenne sur le sud, jusqu'à 27 au nord. Ouais, il fait déjà très très chaud dans le studio. Merci beaucoup Clara Lecoq-Réal. Dans un court instant, on va retrouver Yves Michaud avec qui on fait un bilan de cette première année d'action d'Emmanuel Macron. Mais d'abord, on retrouve Frédéric Seyss pour son billet politique. Bonjour Frédéric. Bonjour à tous. Ce matin, je vais me demander, moi, où en étaient les prédécesseurs d'Emmanuel Macron au bout d'un an à l'Élysée. Un autre regard sur l'actualité, chaque jour à 18h20, du grain à moudre. Hervé Gardette. Des réformes en veux-tu, en voilà. En un an, à l'Élysée, Emmanuel Macron n'a pas chômé. Mais il est un domaine qui semble négliger, la politique culturelle. Alors s'agit-il d'un impensé de la Macronie ? On en débat ce lundi dans Du grain à moudre sur France Culture. Du grain à moudre, ce lundi à 18h20 et sur franceculture.fr. 8h, presque 16 minutes sur France Culture. Les matins de France Culture. Et donc le billet politique de Frédéric Seyss, ça fait aujourd'hui un an qu'Emmanuel Macron est à l'Élysée. On voit fleurir un peu partout des bilans. Vous avez choisi de vous demander ce matin où en étaient ses prédécesseurs au bout d'un an de pouvoir, Frédéric. Une présidence ne se juge pas sur la première année, mais elle se joue sur la première année. Phrase signée François Hollande en 2013, précisément au bout d'un an à l'Élysée. Il est vrai que le bilan final du quinquennat était déjà en germe. Échec à faire baisser le chômage, fiscalité en hausse, loi sur le mariage pour tous adoptée dans la douleur et sur la scène internationale, une certaine martialité contre le terrorisme. Voici ce que TF1 en disait après un an de pouvoir, donc le 6 mai 2013. La loi sur le mariage et l'adoption pour les couples homosexuels restera la grande réforme de société très contestée de cette première année. Mais le droit de vote des étrangers, lui, n'est plus à l'ordre du jour. Enfin, le Mali. Je viens sans doute de vivre la journée la plus importante de ma vie politique. Et à l'issue de cette première année de pouvoir, François Hollande dévisse lourdement dans les enquêtes d'opinion. 15% des Français jugent alors son bilan positif. C'est 35% pour Emmanuel Macron au bout de 12 mois à l'Élysée, selon l'Institut Sophrès-Cantar. L'actuel président fait mieux également que Nicolas Sarkozy. Après un an à la magistrature suprême, le président issu de l'UMP a perdu 25 points de popularité. L'étalage de sa vie privée a agacé l'opinion, autant que le manque de résultats économiques concrets. Bilan dressé à l'époque en 2008 dans le 20h de TF1.
avec des promesses réalisées. Bouclier fiscal, droit de succession allégé, heures supplémentaires défiscalisées et rachat des RTT. L'objectif, lui, est loin d'être atteint. Nicolas Sarkozy mettra 8 mois pour l'admettre. S'agissant d'ailleurs du pouvoir d'achat, qu'est-ce que vous attendez de moi? Que je vide des caisses qui sont déjà vides? Emmanuel Macron plus haut que Nicolas Sarkozy, mais moins que Jacques Chirac, à 47% de popularité en 1996. Un an après son accession à l'Élysée, le président Chirac reste soutenu par une bonne partie de la droite, mais ce socle dans l'opinion masque la perte de confiance des premiers mois chaotiques de la reprise des essais nucléaires aux grandes grèves de 1995. Le candidat Chirac avait fait campagne sur la fracture sociale. Le voici à l'Élysée qui impose la rigueur. Extrait du journal de France 2 du 8 mai 1996. Déjà, l'agitation se développe sur un autre terrain, le terrain social. Le discours sur la rigueur est perçu comme contradictoire avec les promesses électorales. La priorité, c'est la réduction des déficits. Et pour cela, il faut prendre des mesures qui peuvent être en contradiction avec ce que l'on veut faire plus tard. Et cela se paiera électoralement un an plus tard, en 1997, lors de la fameuse dissolution. Valéry Giscard d'Estaing, après un an de pouvoir, était encore apprécié, bilan jugé positif par 56% des sondés à l'époque, contre 29% pas convaincus. Cela notamment grâce au dépoussiérage de la fonction présidentielle. Pour le premier des Français, être président en 75, c'est conduire soi-même sa voiture, passer des vacances de simple citoyen à la mer en août, à la montagne en février, mais aussi dîner chaque mois dans une famille en compagnie d'Anémone Giscard d'Estaing et faire participer réellement la présidente à la vie publique et même politique. Mais le parallèle le plus intéressant pour Emmanuel Macron, c'est avec François Mitterrand, bien sûr pas sur le fond de la politique, mais dans les deux cas, au bout d'un an de pouvoir, les Français estiment que ce qui avait été annoncé pendant la campagne est mise en œuvre. En 1982, François Mitterrand n'a pas encore emprunté le tournant de la rigueur et dispose toujours du soutien de 54% des Français. Autre point commun, les deux hommes dont on contestait la présidentialité pendant la campagne ont réussi à se glisser assez vite dans le costume de président, notamment sur la scène internationale. Écoutez cette archive de 1982. On n'y parle pas de Macron et de Trump, mais ce n'est pas si loin. C'est sa première rencontre, il y en aura 4, avec Ronald Reagan. Les convictions philosophiques et économiques opposent les deux hommes. Le contact est pourtant cordial. François Mitterrand apparaît peu aux Français. 2 voyages officiels en province, une conférence de presse, un entretien télévisé aussi, où il annonce la poursuite du changement amorcé. Le président de la République dispose d'un mandat de 7 ans. Il ne s'agit pas de l'exécuter en 6 mois, ce qui est prévu pour 7 ans. Alors sur la longue période, à l'aide de ces études d'opinion, on observe que tous les présidents ont été plus impopulaires que leurs prédécesseurs au bout d'un an. Illustration sans doute de la montée de la défiance, du scepticisme à l'égard de la vie politique. Seul contre-exemple, Emmanuel Macron, donc jugé plus positivement que Nicolas Sarkozy et François Hollande. Mais ce qui frappe dans le détail des réponses, c'est en fait l'attentisme. Selon BVA, 43% des sondés veulent attendre les résultats avant de se prononcer définitivement, presque 1 sur 2. Sous-entendu, et si ça marchait, au moins au plan économique, une sorte d'attentisme hésitant, comme il y en avait jadis pour le sorcier qui promettait de faire tomber la pluie en période de sécheresse, car c'est bien un ruissellement que promet Emmanuel Macron, même s'il rejette le mot, il reste 4 ans pour le faire advenir. On va faire réagir Yves Michaud. Intéressant cette proposition de Frédéric Seyss, cette mise en perspective, ces parallèles avec Sarkozy, Hollande, Chirac, Mitterrand, Giscard d'Estaing. Oui, c'est très intéressant. Ce qui me frappe, si vous voulez, c'est que Macron s'y est pris différemment. La plupart des hommes politiques, en général, essayent d'avancer leur programme réforme par réforme. Et puis, ils se cassent le nez sur la première et ensuite, rien ne se fait. Et ici, depuis 1 an, on peut considérer que c'est une sorte d'agitation tous azimuts, mais je crois que c'est la bonne manière de faire des réformes. Il y a un changement de méthode. Il y a un changement de méthode. Bonne manière de faire des réformes parce que de toute manière, déjà psychologiquement, ça fait rentrer dans la tête des gens que quelque chose changera. On ne va pas se bloquer sur un problème qui serait la SNCF ou la CSG, mais quelque chose, les gens d'une certaine manière se résignent à ce qui est du changement. Et puis en même temps, c'est vrai que comme de toute manière, il y a toujours des blocages, autant faire une sorte évidemment, il ne faut pas se faire tomber l'armoire sur la tête en voulant la ranger, mais je crois qu'il faut absolument prendre les choses tous azimuts. Et de ce côté-là, c'est pas de l'agitation chez Macron, c'est qu'il a bien compris que si on veut faire bouger les choses, il faut s'attaquer à tout à la fois.
Ouais, et je crois que c'est la raison pour laquelle les Français, d'une certaine manière, sont attentistes, mais comprennent que peut-être qu'il y a des germes de changement. Encore une fois, je vous dis, la réforme des retraites dira quelque chose. Et puis, les résultats économiques, vous avez vu ce qu'on a dit sur la Tunisie. Je connais bien la Tunisie, j'y vais tout le temps. Je veux dire, la Tunisie crève d'une économie, mais qui est en dessous de zéro. Je veux dire, et donc, tout s'explique à partir de l'économie. Après, on voit le projet social ou le projet religieux, etc. Mais quand les gens crèvent de faim, je veux dire, ou sont pauvres, comme je vous disais de la France aujourd'hui, je veux dire, les gens attendent que les changements viennent d'abord de là. Merci beaucoup Frédéric Seyss. On peut retrouver votre billet politique sur le site de France Culture. Les matins de France Culture. Florian Delorme. Et on poursuit avec vous, Yves Michaud. Lors des premiers vœux d'Emmanuel Macron aux Français, le chef de l'État était revenu sur les différents défis à venir, mais il avait souligné en particulier les fractures qui traversent la société française et l'urgence qu'il y a à y répondre. Il avait dit « L'année 2018 sera à mes yeux celle de la cohésion de la nation. Je veux plus de concorde pour la France en 2018 », avait-il dit. Notre pays, on le disait tout à l'heure, Yves Michaud, est traversé par de très nombreuses crises. Crise sociale, crise économique, crise démocratique, crise identitaire. Mais il y a aussi une autre crise, c'est celle de la citoyenneté. Et c'est précisément la question que vous avez explorée dans votre dernier ouvrage, Aux armes citoyens, mais aussi dans le précédent, Citoyenneté et loyauté. Aujourd'hui, dites-vous, les citoyens n'ont plus le sentiment de partager une même communauté. En quoi la crise de la citoyenneté vous semble-t-elle la crise peut-être la plus urgente, la plus aiguë parmi toutes les crises? Et puis on verra aussi ce qu'on peut tirer de la première année du mandat d'Emmanuel Macron pour tenter d'y répondre. Yves Michaud. Justement, il faut comprendre cette crise de la citoyenneté à partir des fractures qui traversent la société. C'est-à-dire que dans des sociétés qui restaient encore relativement homogènes, par exemple où il y avait des prolétaires et puis, je dirais, des employés et des capitalistes, la fracture s'appelait la lutte des classes, mais elle était bien identifiée. Aujourd'hui, vous avez des fractures multiples. J'ai commencé à en parler dès les années 2000 de ça. Vous avez une fracture, par exemple, évidemment, entre les gens qui sont pauvres et les gens riches, et même les ultra-riches. Vous avez la fracture entre les gens qui ont un travail et une situation, et ceux qui ont une situation assurée et garantie, comme les fonctionnaires ou les retraités, d'ailleurs. Vous avez la fracture entre les gens, par exemple, qui sont à l'abri de la violence et ceux qui vivent dans l'insécurité. Aujourd'hui, pensez que la plupart des profs ont peur. Je veux dire, les profs sont... Il n'y a pas que la police, il y a les gardiens de prison, il y a les gens qui travaillent la nuit, qui sont en insécurité. Donc, il y a multiples fractures. Mais ces fractures, 5 ou 6. On parle de fractures depuis des années, mais pour vous, il y a quand même quelque chose qui semble absolument déterminant dans tout ça. Vous dites les racines, au fond, de cette crise de la citoyenneté, elles résident essentiellement, en tout cas en partie, dans le fait que les politiques publiques sont très largement catégorielles. L'État offre des réponses selon les catégories, les fonctionnaires, les retraités, les jeunes, etc. etc. Je vous cite, vous dites, à force d'apporter une offre spécifique à chaque catégorie, on atomise la communauté humaine et politique, on segmente, puis on enferme la population dans des cloisonnements, voire dans des ghettos. Oui, et à ce moment-là, on fait une sorte de marketing de clientèle, c'est-à-dire que chaque parti essaye de s'adresser à une clientèle, exactement comme les insoumis essayent de trouver une clientèle parmi les gens qui n'ont pas d'emploi, les jeunes qui n'ont pas d'emploi, les gens qui remonte ce glissement? À quand remonte ce glissement? Je pense que les grandes fractures viennent dans les années 90. Si vous voulez, de ce côté-là, je veux dire, Chirac avait raison en 95 de dénoncer la fracture sociale. C'est que on a une... Mais cette tendance à répondre par des propositions catégorielles, elle date de quand? Oh, alors je dirais qu'elle est inhérente à la politique. La politique a quelque chose toujours de clientéliste. Mais quand on est dans un pays qui est aussi administratif et bureaucratique que la France, on a aussi tendance à répondre aux demandes par des dispositifs spéciaux, des dispositifs de primes, des dispositifs d'aide sociale. Quand vous regardez le maquis des aides sociales, c'est quelque chose d'inintelligible. Les aides au logement, là encore, Macron essaye de simplifier, c'est inintelligible. Donc je crois que entre les fractures et la réponse, je dirais, clientéliste bureaucratique, avec un trait d'union, le mal s'est installé. Il y aurait quand même eu un moment où le pays, l'État, aurait pu saisir une opportunité pour rebâtir un nouveau projet républicain. Sélection de Jacques Chirac en 2002. Il avait été élu face à Jean-Marie Le Pen grâce à un front républicain qui s'opposait au candidat du Front National, mais Jacques Chirac n'a pas su finalement s'appuyer sur ce front républicain. Vous avez absolument raison. Moi, je pense que sa faute majeure et surtout sa faute, je dirais, capitale vis-à-vis de la nation, ça a été en 2002 de ne pas comprendre le sens du vote. Il avait une majorité absolue et qu'est-ce qu'il fait? Il l'empoche.
pour son parti et pour lui, c'est tout. Il fait même pas d'ouverture aux centristes, rien. Je veux dire, il empoche, il a gagné, il empoche. Et je dirais que c'était un moment idéal, effectivement, pour faire naître un élan national autour de quelques valeurs simples. Ce que je défends, je dis, quand vous êtes dans un pays fracturé, vous allez pas, c'est pas sur des intérêts catégoriels que vous allez faire l'union. Puisque chacun considère qu'il est maltraité ou qu'il est bien traité, mais que les autres le sont mieux, etc. Qu'est-ce qu'il faut? C'est revenir à un certain nombre de principes. Or, les principes républicains, ils sont quand même extrêmement simples. La liberté, je crois qu'on est à peu près tous d'accord sur la liberté. L'égalité, avec la complication que ça a de définir l'égalité, on est d'accord. Et là, moi je dis pas fraternité, mais la solidarité. Alors là, les transferts sociaux, c'est essentiel. Le modèle social français de solidarité est important. Sur chaque point, on pourrait discuter et on pourrait ne pas être complètement d'accord. Par exemple, sur le dernier, la question de la solidarité, on va revenir à la question de l'immigration. Tout le monde n'est pas d'accord. Mais vous me voyez venir sur la solidarité, c'est entre citoyens. Yves Michaud, vous me voyez venir sur Jacques Chirac et son élection face à Jean-Marie Le Pen. Emmanuel Macron aussi a été élu face à la candidate, en l'occurrence, du Front National. Alors, est-ce que vous pensez qu'il a tiré les leçons précisément de Jacques Chirac en 2002 et qu'il a su justement rassembler et qu'il a pleinement conscience que finalement sa victoire n'est pas seulement la sienne? Je crois qu'il l'a très bien compris. D'ailleurs, on l'a vu au renouvellement, je dirais, du personnel politique. Je veux dire, il y a quand même un renouvellement considérable. Aujourd'hui, que ce soit le Front National ou que ce soit les Républicains, les partis ont énormément de mal à se positionner. La plupart moi, je trouve très drôle de voir, par exemple, que les Républicains dénoncent des mesures que dans le temps, ils auraient aimé appliquer. Je veux dire, ils auraient aimé mettre en place. Non, je crois que Macron a compris ça, a compris qu'il fallait... c'est le sens du en même temps. C'est le sens de la composition de la République en marche, avec des gens qui sont des transfuges socialistes, des gens qui sont des centristes, des gens qui viennent des Républicains. Je veux dire, c'est le sens de ce que n'a pas fait Jacques Chirac. Jacques Chirac, moi je pense que c'est l'homme politique qui a été, j'ai écrit un livre sur lui, le pire de tout. Oui, vous êtes très dur dans votre seconde. Non, c'est le pire. C'est-à-dire qu'il a fait capoter tout ce qui était bien et il a fait tout ce qui était mal. Yves Michaud, notre société française, elle est traversée par de nombreuses crises et notamment il y a cette question... Moi, je dis pas crise, je dis fracture. Fracture. En tout cas, il y a la question du terrorisme et aussi de l'antisémitisme. Je voudrais qu'on en parle ensemble parce que l'une des violences structurelles qui traversent cette société aujourd'hui, c'est celle à l'égard des citoyens français de confession juive. Il y a quelques jours, il y a plusieurs personnalités qui ont signé un manifeste contre le nouvel antisémitisme qui était paru dans Le Parisien. Plus de 250 personnalités, dont l'ancien président Nicolas Sarkozy, dont l'ancien Premier ministre Manuel Valls, qui dénoncent le silence médiatique et une épuration ethnique à bas bruit dans certains quartiers, appelant l'islam de France à ouvrir la voie dans cette lutte. D'ailleurs, en visite à Washington, Emmanuel Macron a été interrogé sur ce point et il estimait qu'il s'agissait d'une réalité qu'il fallait nommer et reconnaître. Cela va prendre du temps, disait-il. Il faut être dur et je serai dur. L'antisémitisme est incompatible avec la République française, a-t-il ajouté. Votre regard sur la montée en puissance à l'égard des violences à l'égard des Juifs de France et sur la manière dont Emmanuel Macron l'appréhende? Ah bah écoutez, d'abord ce manifeste, moi j'étais tout à fait d'accord avec lui. Je ne l'ai pas signé parce qu'on ne m'a pas demandé de le signer, mais je veux dire, j'étais tout à fait d'accord. Il y a longtemps que je dénonce effectivement la montée d'un antisémitisme sournois, souvent d'ailleurs sous couvert de dénonciation de l'État d'Israël et de soutien aux Palestiniens. Moi je le vois par exemple quand je vais dans des classes de collège ou quand je vais dans des lycées. La plupart des élèves français d'origine maghrébine sont braqués contre les Juifs à cause de la situation des Palestiniens. Donc on a immédiatement une dérive de ce qu'on appelle l'antisionisme à l'antisémitisme. C'est pareil, c'est un package. Donc vous êtes d'accord pour dire qu'il y a une certaine responsabilité d'une certaine gauche? Parce que le manifeste dénonce précisément ce que vous dites. Mais bien évidemment, on a euphémisé à tour de bras tout ça. Et d'ailleurs, il y a eu plusieurs contre-manifestes, 2 contre-manifestes qui ont allant dans le même sens. On veut chaque fois rappeler que le Front National est antisémite. Le Front National était antisémite avec le vieux Le Pen. C'était des Roland nauséabonds de Vichy. Mais on ne peut pas dire que le Front National actuel avec Marine Le Pen soit antisémite. N'exagérons rien, ne disons pas des sottises. Et le Front National, c'est pas Soral, c'est pas Dieudonné. Arrêtons les sottises. Non, je crois qu'il y a réellement un vrai antisémitisme. Mais
c'est à voir de manière plus profonde par rapport à une fracture qu'on n'a pas vu venir, ou plutôt qu'on n'a pas voulu voir, c'est la fracture religieuse. La fracture religieuse en France, elle est tout à fait réelle. Moi, vous savez, je veux dire, quand vous allez dans des collèges, vous avez plein de gamins qui vous disent que la charia, la loi divine, est supérieure à la loi de la République. Au procès de Abdelkader Merah, il a dit clairement qu'il reconnaissait pas les lois de la République et que c'était la loi divine seule qui l'importait. On va revenir sur cette question. Il y a une fracture religieuse aujourd'hui en France. Il y a une fracture religieuse et il y a un besoin peut-être de réaffirmation du principe de laïcité. On va y revenir. Mais suite à cette tribune dont je parlais sur le nouvel antisémitisme, Jean-Pierre Chevènement, président de la Fondation de l'Islam de France, a jugé dangereux de pointer un nouvel antisémitisme musulman. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça ou est-ce qu'au contraire, vous pensez qu'il faut oser dénoncer une responsabilité spécifique d'un islam radical dans la montée de ce nouvel antisémitisme? Bien sûr, parce que les faits sont là. Je veux dire, depuis l'affaire Ilan Halimi jusqu'à quelques assassinats récents, jusqu'à des attaques aussi tout simplement de gens à Sarcelles, dans la rue, jusqu'au fait que les juifs ne peuvent plus mettre leurs enfants à l'école publique. Il faut quand même être sérieux. Je veux dire, il faut le dire. C'est épouvantable. Je veux dire, alors en plus, je veux dire, vous avez du côté des musulmans et de certains, les islamo-gauchistes, comme on dit, vous avez tout un discours qui ressemble quand même énormément au protocole des sages de Sion. C'est-à-dire qu'on vous explique que les juifs sont un danger universel, et notamment pour les Arabes. Or, moi, je rappelle toujours une chose bête, quand vous comptez le nombre de juifs qu'il y a dans le monde, vous arrivez péniblement à 14 millions. Il y a 1,8 milliard ou 1,9 milliard de musulmans. En Israël, il y a 6 millions de juifs. Les autres 6 millions, ils sont à New York. Et puis, les communautés sont toutes petites dans le monde. Alors, quand on nous dit que les juifs, c'est le péril, que Israël, c'est le péril, moi, je suis strictement indigné. C'est le discours traditionnel nazi, c'est le discours du protocole des sages de Sion, c'est le discours de la France antisémite, le complot juif, les banquiers juifs, etc. C'est comme si c'était les juifs qui menaient le monde. Il faut quand même pas dire des sornettes, pareil. Quelques jours après le manifeste, il y a une trentaine d'imams, dont le recteur de la Grande Mosquée de Bordeaux, Tarek Oubrou, qui signait une tribune contre l'antisémitisme et le terrorisme, reconnaissant la responsabilité de certains imams qui professent la haine des juifs, mais regrettant également une forme de stigmatisation de l'islam. Il disait, certains y ont déjà vu une occasion attendue pour incriminer toute une religion. Ils n'hésitent plus à avancer en public et dans les médias que c'est le Coran lui-même qui appelle au meurtre. On voit bien ici que, au fond, si les deux parties se retrouvent dans la dénonciation de la violence, on est aussi dans une situation où les fractures communautaires et confessionnelles persistent, et on voit bien que le risque de voir les communautés et les religions se dresser les unes contre les autres. Comment échapper à cette confrontation et que peut faire le chef de l'État ? Moi, je crois qu'il faut rappeler tout simplement, je dirais, les principes de la République et la séparation absolue entre la religion et le domaine de l'action politique. Et puis l'imposer, je dirais, y compris par la force et par la répression. Alors, est-ce que de ce point de vue-là, oui, le discours prononcé par Emmanuel Macron devant les évêques de France, dans lequel il affirme que le lien entre l'Église et l'État s'est abîmé et qu'il importe de le réparer, est-ce qu'il vous semble que ça, c'est une erreur politique ? Alors ça, je dirais que j'ai pas aimé. J'ai pas aimé parce que il y a quand même par moments des sortes de restes ou d'éléments de communautarisme dans ce discours-là. Alors je comprends bien une chose, et il faut être sérieux parce que là on est dans le domaine aussi de la politique. Vous avez dans toutes les religions, vous avez des électeurs, et c'est vrai qu'il faut pas stigmatiser l'électorat musulman, tout simplement parce que tous les musulmans ne sont pas antisémites, tous les musulmans ne sont pas salafistes et fondamentalistes, et par ailleurs, normalement, ça devrait être des électeurs. Pour le moment, ils votent pas. L'hypothèse du livre de Houellebecq, Soumission, c'est si on voit apparaître un jour un parti démocrate musulman, comme il y a eu un parti démocrate chrétien, et je veux dire,
les gens vont voter pour qui, comment, etc. Donc je comprends que Macron fasse preuve de prudence, mais exactement comme les socialistes l'ont fait en jouant le clientélisme dans les banlieues, etc. Parce que là, il y a des électeurs. Mais en même temps, il faut répondre très, très fermement que les religions n'ont pas à voir avec la politique du pays et la conduite politique. On peut être chrétien et avoir ses convictions politiques, on peut être musulman et avoir ses convictions politiques, mais les convictions religieuses ne doivent pas passer avant les convictions républicaines. C'est aussi simple que ça. Je repose ma question, Yves Michaud. Que peut faire le chef de l'État pour consolider un principe républicain, à savoir la laïcité, qui est de plus en plus fragilisé? Eh bien, écoutez, moi, ce que je recommande, aussi bien dans citoyenneté et loyauté que dans contre la bienveillance, que dans aux armes citoyens, c'est un service civique, probablement plus long qu'un mois, avec en vérification de l'apprentissage des principes républicains, ce qui a été fait dans l'école élémentaire, dans le collège, au primaire et dans le collège. On a enseigné les principes républicains. Et puis, à l'issue de ce service civique, moi, je demande qu'il y ait un serment républicain. Un serment républicain, tout simplement. Ça engage un serment. Est-ce que vous respectez liberté d'expression, liberté de conscience, liberté d'aller et venir, égalité, solidarité, et est-ce que vous engagez à reconnaître la loi républicaine? Parce que le problème notamment avec l'islam, il faut dire qu'aujourd'hui le problème est surtout avec l'islam, puisqu'il a été réglé avec les protestants, il a été réglé avec les catholiques, il a été réglé en 1807 par Napoléon avec les juifs. Le problème étant fondamentalement avec l'islam. Les deux choses à demander aux musulmans, c'est de reconnaître que la loi républicaine est supérieure à toute autre loi, et donc que la charia, on n'en a rien à fiche, et deuxièmement, le droit fondamental à adhérer à une religion et à la quitter. On n'est pas obligé de dire qu'on n'en a rien à fiche. On peut dire que les principes républicains sont premiers, en tout cas. Oui, non, ils sont premiers, mais ils sont exclusifs. Parce que, par exemple, je veux dire, le péché le plus grave dans l'islam, c'est l'apostasie, ce qui mérite la peine de mort, comme le blasphème. Donc, à ce moment-là, effectivement, je veux dire, c'est un interdit posé sur la liberté d'une manière absolument inadmissible. D'accord. La question, donc, ce serment républicain, vous dites, ça permet de réaffirmer les valeurs de la France, liberté, égalité, fraternité. Et quand on manque à son serment, il peut y avoir des sanctions. Oui. Lesquelles? Je dis, il peut y avoir des sanctions graduelles sur les droits civiques. Je veux dire, il y a une peine qui s'appelle privation des droits civiques pour un certain nombre de temps. Ça peut même aller, moi je l'ai argumenté et je continuerai à l'argumenter, ça peut même aller jusqu'à la déchéance de la nationalité et à la création d'apatrides. Je veux dire, puisque le statut d'apatride est un statut juridiquement, je dirais, protecteur. Le droit international ne permet pas de créer des apatrides. Si, tout à fait. Absolument tout à fait, j'ai expliqué en détail, j'ai étudié toute la législation. Faudra poser la question à des juristes. Il me semblait que non, mais... Nous n'avons pas validé la Convention de New York. C'est très curieux d'ailleurs. Comment se fait-il que la France n'ait pas validé cette Convention de New York dont elle est signataire, mais elle ne l'a pas reconnue juridiquement? Bon. Il faudra vérifier tout ça. Vous parlez donc de ces principes, liberté, égalité, fraternité. Venons-en à cette question de la fraternité, de la solidarité, parce que c'est vrai que c'est un des sujets de division de la société française contemporaine, c'est la question de l'accueil des migrants. En janvier dernier, dans une lettre ouverte au président de la République, des intellectuels critiquaient assez sévèrement la politique migratoire du gouvernement, lui rappelant son discours universaliste d'Orléans de juillet 2017. Je cite, « Les Français saluèrent votre promesse d'une France où plus personne ne dormirait dans la rue, dans les bois, et où on ne chercherait plus à dissuader quiconque d'exercer son droit à la protection, comme ils avaient salué quelques mois plus tôt votre coup de chapeau à l'Allemagne de Merkel, qui, disiez-vous alors, avait sauvé la dignité collective de l'Europe. Nous nous sommes hélas réveillés dans un pays où l'on arrache leur couverture à des migrants à Calais, où l'on lacère leur toile de tente à Paris, où l'on peut se perdre pieds et mains gelés sur les pentes enneigées de la frontière franco-italienne. Est-ce qu'Emmanuel Macron n'a pas un peu trahi son propre engagement en matière d'accueil des migrants? Non, je crois qu'il revient là encore aux fondamentaux. Je veux dire, le devoir d'accueil des démocraties, c'est le devoir d'accueil des persécutés politiques.
Ça a toujours été le principe. Ça a même été le cas au temps de la royauté. Hein, je veux dire, on doit accueillir les gens qui sont persécutés à condition qu'ils ne viennent pas commettre des problèmes sur place. Bon, mais les migrants économiques n'ont pas vocation à être gardés. Je veux dire, on a quand même utilisé suffisamment la main-d'œuvre immigrée et on l'a essayé de l'intégrer petit à petit quand on avait besoin de main-d'œuvre, mais aujourd'hui, c'est pas tout à fait le cas. Or, derrière les migrants, moi je veux bien que les bonnes consciences bienveillantes s'indignent, mais derrière tous ces migrants économiques, il y a un fantastique business. Il y a un business de passeurs, il y a un business même d'ONG. L'Italie, qui est quand même le pays qui subit le plus avec la Grèce les afflux migratoires, l'Italie s'en est pris à très juste titre à beaucoup d'ONG qui font en fait du business, c'est-à-dire c'est des associations qui vivent avec des ententes avec les passeurs. Hein, je veux dire, c'est quand même facile de me mettre à la limite des eaux territoriales et que les passeurs vous disent il y a une patère qui arrive, il y a un bateau qui arrive. Non, mais sur ce point, à peu près tout le monde est d'accord. Sur ce point, à peu près tout le monde est d'accord, Yves Michaud. La vraie question est de savoir si vous considérez que la France en fait suffisamment. Quand on regarde les chiffres, par exemple, vous parlez des demandeurs d'asile. Sur 2017, on a eu en Europe, dans l'Union européenne, 538 000 demandes d'asile. À noter au passage que c'est 25% de moins que l'année précédente. L'Allemagne, là-dessus, on a accueilli 325 000. Et quand on regarde les pays qui suivent, il y a 3 pays derrière qui suivent. C'est la France, 40 600, l'Italie, 35 100 et l'Autriche, 34 000. Est-ce que la France en fait suffisamment ? Alors, là, je ne parle pas de migrants économiques. Du point de vue européen, la France ne fait pas suffisamment. Mais elle n'est pas le seul pays. Et d'ailleurs, c'est un aspect de la politique de Macron dont on n'a pas parlé et dont on ne parlera pas. C'est le problème de la politique européenne. Mais de ce côté-là, la France ne fait pas assez. En revanche, dans les dispositions que Macron essaye de prendre, il y a le fait que si on accueille des gens, il faut les intégrer. Et donc là, je l'ai dit aussi dans mes livres, si on accueille des gens, il faut les intégrer, c'est-à-dire qu'il faut leur apprendre la langue, il faut leur apprendre les principes républicains, il faut leur donner du travail, hein, ce qui n'est pas facile, hein, il faut les intégrer. Je veux dire, c'est bien joli de dire on vous accueille à bras ouverts et puis ensuite aller dormir sous les ponts. Hein, je veux dire, mais ça implique aussi, vous voyez, ça pose tout de suite des problèmes très compliqués. Si on intègre les gens, ça implique qu'on fasse des limitations à leur liberté. C'est-à-dire que si vous obligez les gens à apprendre le français, il faut qu'ils viennent au cours. Hein, il faut qu'on sache où ils résident. Vous voyez, c'est des problèmes immédiatement qui se posent. C'est des problèmes pratiques qu'on peut résoudre et qu'on peut résoudre, je dirais, en étant correct. Mais je dirais que la question des migrants, j'en parle abondamment en citoyenneté et loyauté. Il y a un chapitre entier là-dessus. C'est une question qui est très complexe. Historiquement, c'est des problèmes qu'on a déjà vus. On sait intégrer. Quelquefois, on intègre de manière très réfléchie. Quelquefois, ça se fait, je dirais, plus ou moins spontanément. Mais il faut prendre le problème, à la fois refuser les migrants économiques qui sont venus avec des passeurs et en même temps intégrer ceux qui sont appelés à rester. Sur cette question de l'accueil des migrants, les choses sont compliquées parce qu'on voit bien que les opinions finalement n'y sont pas majoritairement favorables, que par ailleurs on observe aussi que ça provoque une montée en puissance des populismes de tout poil. On l'a vu du côté de l'Europe centrale. Donc ce qu'on dit, c'est que finalement c'est un discours qu'on entend, et en Italie évidemment, donc on a ce discours qui consiste à dire n'accueillons pas trop de migrants parce que l'Europe risque de s'effondrer. Mais après tout, on pourrait renverser les choses, renverser le discours, parce que finalement, est-ce que le rejet de ces migrants au motif qu'ils sont un danger pour les citoyennetés nationales ne risque pas de fragiliser la citoyenneté européenne? Est-ce que c'est pas toute l'Europe qui pourrait s'effondrer à force de rejeter ces principes fondateurs d'universalité, de libre circulation des individus, de solidarité entre les peuples? C'est une vraie question. On peut retourner la chose. Je ne veux pas vous féliciter, mais c'est vrai. Je crois que c'est la vraie question. J'y faisais un peu allusion. Moi, ce qui me gêne le plus, je dirais, pour Macron, pas de son fait, c'est qu'on a absolument besoin d'une refondation de l'Europe aujourd'hui, et que je vois pas dans la situation, et je pense qu'il en est très conscient, mais je vois pas comment dans la situation actuelle, avec le Brexit d'un côté, avec l'Allemagne qui est quand même très égoïste, même si elle accueille beaucoup de migrants, avec les pays de l'Est dont la culture est différente des nôtres parce qu'ils ont eu quand même 70 ans de communisme et de socialisme
capitalisme et qu'ils n'ont pas la même culture que nous. Nous, on était à l'abri du rideau de fer, en un certain sens, et on était des démocrates, on se développait, on consommait, tout est bien. Être polonais, c'était quand même une autre paire de manches, et être tchèque, c'était une autre paire de manches. Donc actuellement, je veux dire, la nécessité de revoir les fondations de l'Europe, elle s'impose, mais en même temps, avec des gens qui vous veulent doutez de la capacité d'Emmanuel Macron à relancer l'Europe? Ah bah maintenant, vous savez, une Europe à 27, je veux dire, comment vous faites pour avec des cultures politiques aussi différentes, une Europe du Nord, une Europe du Sud, et maintenant une Europe de l'Est et une Europe de l'Ouest. Pourtant, c'est au cœur de son projet. Ah ben bien sûr, bien sûr. C'est là que j'espère qu'il va réussir. Mais je dirais que c'est là où je pense qu'il a le moins de chances de pouvoir réussir. Pour quelle raison? Parce que justement les disparités à l'intérieur de l'Europe, les différences de culture politique, encore une fois, les différences d'héritage culturel sont considérables. Ce qui a permis à la Pologne de survivre au régime communiste, c'est le catholicisme, vous comprenez, y compris quand il était antisémite. Mais en même temps, je veux dire, ce catholicisme polonais, vous n'allez pas l'éradiquer. Vous comprenez, c'est en ce sens que c'est très très difficile, je dirais, d'avoir une Europe du Nord qui sait très bien faire fonctionner l'État-providence, et puis par exemple une Europe du Sud comme l'Espagne qui reste relativement corrompue, par exemple, à sa manière. Voilà l'un des grands chantiers qui je attend pense que Emmanuel Macron. C'est le plus gros chantier de Emmanuel Macron en politique semi-internationale. Vous restez